Today, the lies stop. The new guidelines recognize that whole, nutrient-dense food is the most effective path to better health and lower healthcare costs. Protein and healthy fats are essential and were wrongly discouraged in prior dietary guidelines. We are ending the war on saturated fats. Vous venez d'entendre l'équivalent du ministre de la Santé Robert Francis Kennedy Jr., secrétaire à la santé et aux services sociaux des États-Unis. Alors le 7 janvier 2026, le gouvernement américain a publié les nouvelles Dietary Guidelines for Americans 2025-2030. Ce sont les recommandations officielles qui structurent les cantines scolaires, les hôpitaux, l'armée, les programmes d'aide alimentaire et plus largement tout le discours nutritionnel américain pour 5 ans. Vous avez peut-être vu passer cette pyramide inversée sur les réseaux sociaux ou dans les journaux télévisés avec des critiques, mais aussi avec des soulagements. Ah, enfin ça change, enfin on dit les termes et j'imagine que vous êtes peut-être un peu perdu. Si c'est le cas, je pense que cet épisode va vous aider à y voir plus clair. N'hésitez pas à vous abonner, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, un avis sincère et surtout à partager cet épisode dans vos groupes WhatsApp. Ça permet de soutenir mon travail et de garder dans la poire sous sa forme gratuite. Alors, dans cet épisode, je vous propose de plonger dans ces recommandations, de voir si elles vont sauver ou pas l'Amérique, d'observer en quoi elles nous concernent plus ou moins directement en France et en Europe, et puis surtout de séparer les faits des discours, démêler le vrai du faux sur les aspects lobby ou pas lobby, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ces questions aux États-Unis, mais aussi en Europe. Alors, avant de regarder ce que disent ces nouvelles recommandations nutritionnelles américaines, il faut d'abord comprendre comment elles sont fabriquées, parce que contrairement à ce qu'on imagine souvent, ces recos, ce n'est pas juste des simples conseils de nutrition, ce sont des outils de santé publique avec des implications politiques, économiques et sociales assez fortes. Mais, et c'est un point essentiel, entre la science et les recommandations publiées, il y a un filtre politique. Dans le cas des Guidelines 2025-2030, donc elles sont élaborées tous les 5 ans, ce filtre a été particulièrement visible. C'est-à-dire qu'on a eu un premier rapport d'un comité scientifique qui s'est réuni pendant 2 ans et qui a produit un rapport fin 2025, fin 2024, c'est ça, fin 2024, et qui a été jugé trop idéologique par le ministre de la Santé américain Robert Francis Kennedy Jr., RFK pour les intimes, au motif qu'il n'allait pas dans le sens de la ligne politique défendue par cette administration, l'administration Trump. Ce rapport, il a donc été écarté, un nouveau groupe d'experts a été constitué et c'est sur la base de ce nouveau travail que les recommandations finales ont été rédigées. Ça ne veut pas dire que la science a été supprimée, ça ne veut pas dire que les données ont été inventées ou falsifiées, mais ça veut dire que la science a été recadrée. Certaines questions ont été mises en avant, d'autres ont été reléguées à l'arrière-plan et certains messages ont été simplifiés pour correspondre à un projet politique précis. Pourquoi ? Parce que les recommandations nutritionnelles ne servent pas seulement à informer, elles servent à orienter les politiques alimentaires, les cantines, les programmes d'aide, les messages de prévention et plus largement la manière dont une société pense ce qu'est une bonne alimentation, une alimentation idéale entre guillemets. Autrement dit, avant même de parler de pyramide alimentaire, de protéines, de graisses ou de poissons, il faut garder une chose en tête, ces recommandations sont le résultat d'un compromis entre science et politique parce que la nutrition de santé publique doit répondre à certaines contraintes, les habitudes culturelles, les systèmes agricoles existants, les coûts économiques, l'accessibilité alimentaire, ça on en reparlera aussi, les inégalités sociales, on en reparlera aussi, et l'acceptabilité politique. Donc concrètement, une recommandation qui pourrait être parfaite sur le plan scientifique, mais impossible à appliquer socialement, eh bien serait inefficace en termes de santé publique. Voilà, ça me semblait important de le repréciser parce que c'est à partir de ce compromis, en gardant bien ça en tête, qu'on peut commencer à analyser ces recommandations un peu plus sérieusement. Ok, maintenant qu'on a compris comment ces recommandations sont fabriquées, regardons ce qu'elles disent concrètement, ce qu'elles mettent en avant ou pas, et surtout si les prédictions d'un épisode de South Park de 2014 se sont vérifiées. Alors, le message central de ces nouvelles guidelines, ces nouvelles recommandations, parce que j'ai du mal à prononcer ce mot, il tient en 3 mots. Eat real food, manger des aliments vrais, peu transformés, bruts, reconnaissables. Je crois que là, personne ne peut être contre ça, si je suis même un peu taquin ou surtout réaliste. Je dirais que l'encouragement à manger de la vraie nourriture
ne date pas d'hier, c'était déjà présent lors des précédentes recommandations et lors des précédentes encore recommandations, sauf que ça n'avait pas été assumé comme tel, voire marketé tel quel, si je peux me permettre. C'est même d'ailleurs l'adresse IP du site grand public realfood.gov, donc c'est un slogan très clair et c'est plutôt chouette de l'assumer ainsi. Manger des aliments bruts reconnaissables que vous comprenez, c'est chouette mais surtout cohérent avec les données qu'on a sur le fait de manger et surmanger des aliments ultra transformés pour la santé, pour la longévité. Alors, autour de ce message, on retrouve une représentation visuelle que vous avez peut-être vu passer, une pyramide alimentaire inversée. À la base de cette pyramide, on trouve des aliments présentés comme fondamentaux, naturels, nourrissants. J'ai une petite remarque déjà sur ce visuel. Pour moi, une pyramide, si elle veut bien tenir, eh bien, elle a des étages, des strates, elle est structurée. Et théoriquement, à la base, celle qui a la surface la plus importante, on a là où les familles d'aliments à privilégier. Et au fur et à mesure qu'on monte les étages de la pyramide, eh bien, on est censé diminuer les fréquences et les quantités d'aliments. Et c'est pour ça qu'on trouve les produits sucrés tout en haut de la pyramide en principe. C'est une représentation qui n'est pas parfaite, mais qui permet d'avoir certains repères en un coup d'œil et c'est assez pratique. Donc si on en revient aux États-Unis, on a plutôt la forme d'un triangle, un triangle inversé. Le dernier cône de la pyramide, le sommet qui est vers le bas. Donc sur quoi repose-t-il ? Eh ben, je vais y venir dans un instant. Mais dans les aliments, on va dire ce qui est le plus en haut de la pyramide pour suivre la logique de présentation de l'équipe Trump, eh bien, c'est la place très visible accordée aux protéines animales, la viande, les œufs, les produits laitiers occupent un espace central dans le haut de ce triangle. Le poisson est également mis en avant avec des images assez explicites, notamment du saumon frais présenté comme une source de protéines et d'oméga 3. Dans le même temps, on observe une réhabilitation symbolique des graisses dites traditionnelles, plutôt gras saturés, le beurre, les graisses animales, les produits laitiers entiers apparaissent comme des aliments pleinement compatibles avec une alimentation saine dès lors qu'ils sont qualifiés de real food. A l'inverse, les aliments ultra transformés sont clairement désignés comme le problème principal et ne figurent pas sur le visuel. Le message est simple, c'est pas tant la qualité de calories qui pose problème, mais la transformation industrielle des aliments. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu avoir un débat au minimum sur les portions des Américains qui sont parfois jusqu'à 2 fois, 3 fois plus élevées que les nôtres. Jusque-là, pris isolément, certains éléments peuvent sembler cohérents, mais il y a plusieurs points qui interpellent quand on regarde l'ensemble. Déjà, certains sujets deviennent étonnamment discrets. L'alcool, par exemple, est très peu cadré. Il n'y a plus de repères de consommation clairs qui sont mis en avant pour le grand public, alors même que les risques liés à l'alcool sont vraiment très bien documentés. Enfin, certains messages apparaissent un peu plus flous qu'auparavant. On insiste sur la qualité des aliments, sur leur caractère naturel, mais beaucoup moins sur les notions de fréquence, de quantité ou de hiérarchisation des risques. Autrement dit, on passe d'un discours structuré avec des repères chiffrés, des limites, des seuils, à un discours plus narratif, beaucoup plus symbolique. Ce que ces guidelines nous racontent, en filigrane, c'est une vision assez particulière de l'alimentation idéale, centrée sur des produits animaux, des graisses saturées réhabilitées, un rejet fort de l'ultra-transformation, une confiance importante laissée à l'individu pour faire les bons choix, entre guillemets. Et c'est précisément à ce moment-là que les problèmes commencent, parce que cette vision, aussi séduisante soit-elle sur le papier, se heurte à une réalité beaucoup plus complexe. Ok, maintenant qu'on a débroussaillé le sujet, parlons du décalage entre le discours et la réalité. C'est pour moi le cœur du problème, en tout cas un des problèmes que soulève cette vision. Ces nouvelles recommandations américaines dessinent une vision idéale, une alimentation qui peut être cohérente sur le papier, séduisante dans les visuels, rassurante même dans le discours, même s'il est un peu va-t-en-guerre dans sa présentation. Cette alimentation idéale, elle repose sur un présupposé implicite que tout le monde dispose des mêmes conditions pour l'appliquer. Mais ce présupposé est faux. Quand on regarde les visuels mis en avant, saumon frais, des produits peu transformés, des aliments de qualité, des légumes frais, on parle d'une alimentation qui suppose du temps
pour acheter et cuisiner, de l'argent pour accéder à ces produits, hein, une offre alimentaire stable et de qualité. Or, la majorité des supermarchés américains sont inondés de produits ultra transformés et plus accessibles que les fruits et légumes frais, et un environnement qui facilite ces choix. Donc ces conditions-là, elles ne sont pas réunies pour une grande partie de la population, et pourtant, le message est le même pour tout le monde: manger des aliments vrais. Donc le problème, c'est pas tellement le message, c'est ce qu'il fait peser sur les individus. Quand on dit aux gens mangez mieux sans jamais parler d'accès, de prix, de contraintes ou de contexte, on transforme une question de santé publique en une question de volonté personnelle. Donc on déplace la responsabilité, ce qui devrait relever de politique alimentaire, sociale, économique, devient une injonction individuelle, et ce déplacement est profondément inégalitaire. Il y avait un des membres de l'équipe de présentation de ces règles qui avait dit qu'ils avaient fait 1000 simulations pour aboutir au fait qu'on pouvait vraiment, vraiment bien se nourrir avec une assiette comprenant du poulet, breast chicken, je crois que c'était un petit morceau de brocoli, une petite tortilla et something else, c'est-à-dire un élément en plus dans l'assiette, tout ça pour 3 $, ce qui est évidemment faux quand on connaît le prix des protéines aux États-Unis. Rien que le prix du poulet, de ce morceau de poulet, coûterait plus de 3 $. Je ne sais pas s'ils sont vraiment tout à fait connectés à ce que vivent leurs administrés. Ceux qui ont déjà du temps, des moyens et de l'information pourront s'approcher de cette fameuse alimentation idéale, et celles et ceux qui en manquent se verront expliquer qu'ils n'ont qu'à mieux choisir. Et dans ce cadre, ces recommandations ne sont plus seulement des conseils, c'est des normes qui valorisent certaines pratiques alimentaires et en disqualifient d'autres sans jamais interroger les conditions matérielles dans lesquelles ces pratiques sont possibles. Et donc on a un glissement un petit peu invisible. Ce glissement, c'est le bon sens, le naturel, le retour aux sources versus des soi-disant années de corruption, mais sans jamais poser la question centrale: qui peut se permettre ça? Qui peut réellement appliquer ces recommandations aujourd'hui dans la vraie vie? Alors moi j'ai noté d'autres décalages, ceux entre le visuel et les recommandations, puisqu'il y a plusieurs autres documents qui accompagnent ce visuel sur le site eatrealfood.gov. Déjà sur les protéines, alors qu'on avait depuis plusieurs décennies des recommandations visant à limiter la consommation d'aliments riches en protéines, là ils sont au sommet de la pyramide, puisque RFK, dans son discours, annonçait la fin de la guerre contre les protéines, sous-entendu la fin de la guerre contre les protéines animales. Puisque je vous rappelle quand même que sur cette fameuse pyramide, on voit pas de légumineuses, on voit 2 noix et noisettes qui se battent en duel, quelques grains de, je crois que ça doit être de l'avoine, et encore moins de tofu, de protéines, de soja texturé, puisque ça a l'air d'être un peu transformé pour ce monsieur. Alors, petite incise, il n'y avait pas de guerre contre les protéines animales, il y avait surtout un ajustement des recommandations eu égard aux données qui s'accumulent depuis des dizaines d'années. Si on va plus loin que la pyramide et qu'on regarde le document qui l'accompagne, l'apport nutritionnel recommandé pour les protéines passe de 0,8 g de protéines par kilo de poids corporel par jour à une fourchette de 1,2 à 1,6. Ça, je vous l'avais indiqué dans ma mini-série sur les protéines et dans ma newsletter correspondante, qu'on pouvait faire varier l'apport protéique concernant notre pratique sportive. Mais là, il augmente pour la population générale, alors même que les USA sont très très loin d'être en carence en protéines. Même chose pour nous, nos apports spontanés se situent entre 1,3 et 1,1 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Mais allons un petit peu plus loin, c'est pas seulement la quantité de protéines recommandée, c'est aussi les sources animales qui sont réhabilitées. Contrairement au rapport précédent qui privilégiait plutôt les protéines végétales, en tout cas un mix entre les deux, eh bien ce document remet la viande, les œufs, les produits laitiers au centre de l'alimentation, les jugeant essentiels pour la santé métabolique et musculaire. Voilà, bon, on pouvait s'attendre à des recommandations, on va dire, décalées, étant donné les positions parfois anti-science et pro-climato-sceptiques de certains membres du gouvernement. Mais là, du point de vue sanitaire ou environnemental,
et environnementale, j'ai envie de dire. C'est une recommandation qui est incompréhensible et qui va contre l'évolution des connaissances scientifiques, mais peut-être que c'est une vision pro-business, étant donné que les États-Unis sont le premier producteur mondial de bœuf et l'un des grands producteurs de lait et de volaille. Là-dessus, j'y vois peut-être, je dis bien peut-être, une sorte de protectionnisme nutritionnel très America First, les directives précédentes étant perçues par l'Amérique rurale comme une attaque contre leur mode de vie. On pense à la recommandation de manger moins de viande rouge. Et ce nouveau rapport, il réhabilite le producteur rural américain, c'est-à-dire qu'il déplace l'ennemi. Ce n'est plus l'éleveur de bœuf qui est le méchant, entre guillemets, mais le fabricant de céréales industrielles sucrées et de plats préparés au passage. On met donc dans le même sac les substituts végétaux ultra transformés. Ce faisant, il protège l'industrie traditionnelle de l'élevage américain, le fameux rancher, contre la Silicon Valley de l'agroalimentaire. Sur ce point, je vous invite à lire le rapport de Terra Nova sur l'alimentation, qui est un peu un nouveau cheval de Troie idéologique de l'administration. Je vous mettrai aussi le lien en description. Alors, je dis réhabilite le producteur rural américain. Ça, c'est dans le spot de pub, bien entendu. Dans la vraie vie, l'extrême majorité de l'élevage, que ce soit du poulet ou du bœuf américain, sont issus d'élevage intensif, bien entendu. Autre point important de cette hiérarchisation et du double discours, la réhabilitation des graisses saturées. Ce rapport, il conteste le lien direct entre graisses saturées et maladies cardio lorsqu'elles proviennent d'aliments entiers. Il encourage la consommation de produits laitiers entiers, lait entier, yaourt non sucré, fromage, plutôt que les versions allégées en matières grasses qui peuvent contenir des sucres ajoutés. Le document prône un retour aux graisses traditionnelles, stables à la cuisson et peu transformées, graisse animale, bœuf, le suif, le saindoux, issu de la graisse de porc, et les huiles de certains fruits qui sont extraites mécaniquement, huile d'olive, huile d'avocat, huile de coco. Donc là, on a des données claires sur la consommation excessive d'acides gras saturés, et on a le ministre RFK qui nous dit « Oui, mais moi je pense que non, et mes amis pensent que non, donc non, voilà ». Mais si on regarde en détail le document Real Food, là, à côté du fameux triangle inversé, eh bien la limite des graisses saturées reste à 10% maximum des calories consommées par jour, qui est déjà une fourchette moyenne haute puisque l'American Heart Association recommande, elle, de les maintenir en dessous de 6%. Ces graisses saturées, on les retrouve dans la viande rouge, le lait entier, le fromage, le beurre. Donc d'un côté, on a la pyramide, enfin l'espèce de triangle inversé qui dit « allez-y sans problème », et de l'autre, des recommandations issues du même gouvernement qui disent « oui, mais pas plus de 10%, un peu comme avant ». Et là, clairement, on a un double discours, et c'est pour ça que je dis que le discours est important. J'ai vu et revu la vidéo de présentation pour préparer cet épisode. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Si vous mettez la viande, les œufs et les produits laitiers à la base de votre pyramide, comme le préconise le visuel, vous dépasserez mathématiquement les 10% de graisses saturées en un seul repas, ou presque. Et pour moi, là, il y a un clivage. Celles et ceux qui s'arrêteront à la pyramide vite fait diront bon go sur le viande, les produits laitiers ne changeons rien, et les autres, peut-être ceux qui vont un petit peu au-delà et disons-le les plus éduqués, eh bien peut-être prendront du recul sur ces recommandations, et c'est aussi ça que je trouve dommage, voire assez gravissime, c'est-à-dire qu'on parle un peu à la base MAGA et surtout à la base MAA, Make America Healthy Again. Eh bien, on a des solutions individuelles et naturelles, je dis naturelles entre guillemets, aux problèmes de santé, au nom d'une autonomie du corps opposée à toute régulation publique. Et de ce point de vue, je constate une alliance entre deux traditions que tout oppose en principe. On a l'héritage naturaliste des années yéyé, les années 70, issus des communautés hippies qui prônaient l'autonomie du corps et de la médecine ou des médecines naturelles, et le populisme libertarien du mouvement MAGA, qui lui est plutôt fondé sur la défiance envers l'État, la défiance, le deep state, comme il disait, et les institutions. Dernier décalage que je perçois, on met les céréales complètes tout en bas du triangle. Vraiment, on a un petit bol de whole grains, les céréales complètes. Mais dans le document complet, eh bien, on dit qu'il faut quand même 2 à 4 portions, 2 à 4 servings, comme ils disent, par jour. Donc en fait, c'est un peu comme avant. Mais encore une fois, qui va regarder ce document dans le grand public? Qui va le faire? Quasi personne. Donc là,
Voilà, je ne peux pas dire autre chose que c'est de l'hypocrisie. Hein. Ensuite, si on regarde les angles morts, j'en ai relevé plusieurs, je vous en partage peut-être 2 ou 3. Dans les nouvelles recos américaines, le poisson est fortement valorisé. On le présente comme une excellente source de protéines et d'oméga 3. Les visuels montrent du saumon frais et le poisson en conserve est présenté comme une option accessible. Sur le principe, les bénéfices nutritionnels des oméga 3 sont assez bien documentés. Les oméga 3 à longue chaîne qu'on trouve dans les poissons gras, les petits poissons gras, EPA et surtout DHA, à part les enjeux éthiques bien entendu, puisque on va prendre la vie d'un animal vivant pour le mettre dans notre assiette, et ça aussi c'est une dimension qui est totalement absente. Végétarisme, végétalisme, on s'en fout, on n'en parle même pas. Mais ce qui interpelle, c'est l'absence quasi totale de mise en contexte des risques. Aucune mention claire du méthylmercure, aucune mention des PCB, des dioxines ou d'autres polluants environnementaux. Ce sont des substances qui sont très persistantes et qui se fixent sur les graisses et s'accumulent tout au long de la chaîne alimentaire. Et surtout, là, ils ne disent aucune distinction implicite entre la population générale et les populations à risque. Donc on a un message très très simplifié. Le poisson, là vous voyez, le saumon, c'est bien, allez-y. C'est protéiné, ça a de bonnes graisses. Vision purement nutritionnelle de la nourriture. Donc très clairement, pour les femmes enceintes et allaitantes, ok pour les sardines, pour la truite, mais aussi le saumon qu'on retrouve en première position, y compris à une période particulièrement vulnérable de l'existence humaine, notamment pour le fœtus. Donc sur ce point précis, là, les bras m'en tombent. Moi, j'ai même fait une capture d'écran tellement j'ai cru que c'était une erreur. Je me suis dit, ils vont le rectifier. En France, les recommandations de l'ANSES pour les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de 3 ans, c'est de limiter la consommation de poissons prédateurs sauvages, notamment le thon, notamment suite aux enquêtes de Bloom, je crois, et de Foodwatch. Le saumon, il est même plus mentionné dans la liste entre parenthèses, et d'éviter bien sûr la consommation de super prédateurs, les très gros poissons comme l'espadon ou le requin. Même chose sur un autre angle majeur, l'aspect écologique, je vous en ai déjà touché un mot, zéro réflexion structurée sur la durabilité, la soutenabilité des modèles alimentaires. Zéro lien explicite entre alimentation, santé publique, santé individuelle et impact environnemental. Or, aujourd'hui, ces dimensions sont de plus en plus intégrées dans les recommandations internationales parce qu'il se trouve que les solutions convergent et que les systèmes alimentaires durables sont aussi des systèmes favorables à la santé individuelle et collective à long terme. Donc là encore, cet angle mort, il n'est pas neutre, c'est un choix politique de ne pas complexifier le message, un choix de ne pas ouvrir certains débats, peut-être par respect de certains intérêts des filières concernées. Je vous rappelle qu'on avait un rapport de la commission Eat-Lancet publié fin 2025 dont je vous avais parlé dans ma mini-série sur les protéines. Je vous mettrai le lien en description. Là, les recommandations vont à l'opposé de ce qu'il faudrait pour des systèmes équitables et surtout soutenables pour la population mondiale. America First, c'est bien, mais Planet First, c'est mieux aussi. Voilà, ça fait bien 20 minutes que je vous donne plein d'infos. J'espère que vous êtes un peu moins perdus qu'au tout début. Et peut-être que le temps est venu d'adoucir le regard, d'oxygéner un peu les neurones. Alors je vous emmène avec moi marcher au bord de la mer. Puis je vous invite à reposer le cerveau pendant une bonne minute, une minute généreuse. Et peut-être que vous pouvez faire un truc bon, vivre un truc doux, quelque chose d'agréable pour vous pendant ce temps.
Voilà, j'espère que c'était chouette pour vous. C'était aussi un rappel que 1 à 2 minutes par-ci, par-là, ça peut aussi être un lieu de ressources pour respirer, s'aérer, laisser ses paupières tomber tranquillement si vous avez besoin. Allez, on continue parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire qui vous concernent directement. Ces décalages entre les faits et les discours, il est peut-être aussi dû à l'intrication, l'irruption des lobbies, c'est-à-dire les représentants des intérêts privés qui viennent un petit peu piper les dés. Et je vais vous expliquer comment. Dans ce cas précis, on n'est pas face à des données inventées ni à des études truquées, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Ce qui est en jeu ici, c'est un tout petit peu plus subtil et beaucoup plus courant. Il s'agit de la manière dont la science est utilisée, sélectionnée et mise en récit. Dans le cas de ces recommandations, on observe un mécanisme assez clair. Quand certaines conclusions scientifiques ne vont pas dans le sens du projet politique, eh bien on ne les attaque pas frontalement, quoique on ne dit pas ouais la science se trompe, on change le cadre, c'est-à-dire qu'on reformule les messages, on met en avant certains éléments, on en relègue d'autres à l'arrière-plan. C'est exactement ce qui s'est produit dans le processus d'élaboration de ces recommandations. Le premier rapport scientifique a été jugé trop idéologique, entre guillemets, non pas parce qu'il contenait des erreurs méthodologiques démontrées, mais parce qu'il ne correspondait pas à la ligne politique défendue, c'est-à-dire pro-protéines animales et pro-graisse saturée. Un nouveau groupe d'experts a donc été constitué et sur les 9 membres que comptait le nouveau groupe d'experts, 5 d'entre eux ont des conflits d'intérêts, soit avec l'industrie laitière, soit avec l'industrie de la viande, ou soit parfois les deux. Ça pose une question de fond en santé publique. Non pas est-ce que les experts sont corrompus ou non, mais plutôt quelles questions sont posées, lesquelles ne sont pas posées, quels sujets deviennent centraux et lesquels disparaissent du débat. Dans ces recommandations, on l'a vu, on observe par exemple une forte valorisation des protéines animales et des produits laitiers, une réhabilitation symbolique des graisses saturées et en parallèle une mise à distance des sujets plus sensibles politiquement. L'alcool en est un bon exemple. Les liens entre alcool et cancer sont très documentés aujourd'hui, mais les repères clairs disparaissent du discours grand public. La science moderne, notamment l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et les dernières grandes études de la revue The Lancet, elle était pourtant de plus en plus formelle. Il n'y a pas de niveau de consommation d'alcool sans risque pour la santé, notamment en raison des risques de cancer, cancer du sein, cancer du côlon, cancer de l'œsophage, et en utilisant des termes comme limité sans donner de chiffres, comme le fameux pas plus de 2 verres par jour pour les hommes et 1 pour les femmes des directives précédentes, eh bien le rapport délègue la responsabilité à l'individu. Limité, ça devient subjectif. Pour certains, c'est 1 verre par semaine, pour d'autres, c'est 2 verres par soir. Et il adopte une vision culturelle plutôt que biologique. On a vu passer l'idée du social lubricant, c'est-à-dire lubrifiant social, mentionné par certains membres proches de la rédaction du rapport, et bien suggère que les bénéfices psychologiques et sociaux de l'alcool compenseraient ces dégâts biologiques. C'est une posture qui est philosophique, absolument pas scientifique. Et c'est là que le bas blesse, parce que le rapport est obsédé par éliminer les toxines à cause du sucre ajouté, des additifs, des colorants, etc., omnubilé par la santé métabolique, omnubilé par le microbiome. Sur tous ces points-là, on ne peut pas dire que l'alcool soit une boisson pro-santé. Pourtant, ce rapport, il donne plutôt une forme de laisser-passer à l'alcool. C'est une contradiction majeure avec l'objectif de guérir l'Amérique, entre guillemets. Donc on ne peut pas d'un côté accuser les colorants alimentaires de rendre les enfants malades et de l'autre être flou sur une substance dont le caractère cancérogène est prouvé depuis des décennies. Voilà, j'entends bien qu'on veuille se départir de l'état nounou, entre guillemets, mais là, sans repère journalier ou hebdomadaire, en ne fixant pas de seuil clair, le rapport laisse le champ libre à l'industrie pour dire écoutez, même le gouvernement nous dit que c'est pas plus dangereux à partir d'un certain seuil, un seuil fixé par le sens commun, le common sense, comme ils disent, comme étant un peu dépendant de chacun au fond. Alors c'est mon interprétation, mais j'y vois 2 choses. Déjà, peut-être parler à sa cible électorale. La cible électorale, c'est la base politique qui soutient ces réformes et qui est assez attachée aux traditions, le vin à table, la bière artisanale. Et une recommandation trop stricte vers le zéro alcool serait perçue comme une mesure peut-être élitiste ou excessive. Et puis la deuxième chose que j'y vois, c'est peut-être ménager les intérêts des secteurs concernés, puisqu'aux États-Unis,
le lobby des spiritueux, de la bière et du vin sont colossaux. En tout cas, ils représentent vraiment des milliards et des milliards de dollars. Donc voilà, très franchement, il y a peut-être aussi d'autres drogues comme la cocaïne qui sont des lubrifiants sociaux. Et pour autant, le gouvernement ne vous dit pas, bon, la cocaïne, c'est bien, ça réunit les gens. Faut quand même un peu se rendre compte de quoi on parle. Il y a aussi autre chose qui me dit que ce rapport est assez orienté, c'est le cherry picking, c'est-à-dire que on choisit la science qui nous arrange et on ignore celle qui ne va pas dans notre sens. Concrètement, j'avais vu une vidéo passer sur les réseaux sociaux d'un des 9 universitaires chargés de bosser sur le rapport qui s'appelle Benjamin Bickham. Et il avait dit en somme, on m'a demandé de trouver tout ce qui incriminait les sucres raffinés, les produits transformés, pour les disqualifier. Mais là, vous voyez ce qu'il dit, c'est l'inverse de la démarche scientifique qui aurait dû être, ce que j'indiquais en début d'épisode, checker l'ensemble de la littérature scientifique, éplucher la qualité des études et des méta-analyses, et ensuite affiner en fonction des données existantes. Et c'est vrai que c'est moins scoopesque, ça fait moins rêver, il y a moins de révélations, mais au moins on est peut-être un peu plus précis. Alors que là, on part d'un point de vue et on cherche des études pour démontrer le point de vue et laisser de côté le reste. Je mets le reste entre guillemets parce qu'il s'agissait quand même d'un consensus scientifique de plus de 50 ans, que ce soit sur les graisses saturées ou l'alcool. Voilà, j'ai fait un petit peu long sur l'alcool. Dry January oblige, mais je pense que c'était nécessaire aussi parce que dans ce contexte, les recommandations nutritionnelles cessent d'être uniquement des outils de santé publique, elles deviennent des instruments de cadrage idéologique. Or, ce type de cadrage ne reste jamais cantonné à un seul pays. Dans un monde mondialisé et ultra connecté comme le nôtre, les récits nutritionnels circulent et leurs effets aussi. Justement, en quoi ça nous concerne, nous, Français, Belges, Suisses et plus largement Européens, ces nouvelles guidelines, ces nouvelles recommandations? C'est vrai qu'à ce stade, on pourrait peut-être se dire, ce qui se passe en Amérique reste en Amérique. Non, ce qui est en train de se passer au niveau géopolitique nous prouve que non. C'est vrai qu'on a nos propres recommandations, nos agences, notre cadre national et notre cadre européen. Mais en réalité, ce qui se passe dans les guidelines américaines a des effets très concrets chez nous, peut-être par effet domino. Les recommandations américaines, ce sont des récits qui alimentent les médias internationaux, qui structurent les débats sur les réseaux sociaux, qui servent de référence implicite à certains influenceurs, coachs, marques, mais aussi scientifiques. Concrètement, le débat sur les seed oils, vous avez les huiles issues de graines comme l'huile de tournesol, il ne vient pas d'Europe. Et pourtant, on a ce débat aujourd'hui en Europe et en France. La réhabilitation médiatique du beurre et de la viande non plus, et la diabolisation simpliste des glucides non transformés non plus. Ces débats, ils arrivent en France, ils sont déjà un petit peu packagés, souvent sans le contexte scientifique, ni les garde-fous de santé publique. C'est aussi ce qu'on peut voir aujourd'hui avec la vague keto, la vague carnivoriste qui est pour l'instant marginale en France, mais qui gagne du terrain sur les réseaux sociaux et un petit peu dans les esprits, même si je n'ai pas de chiffres pour attester tout ça. C'est plus une impression, une sorte de climax que je suis en train de vous raconter là. Ensuite, ça a une influence parce que les grandes entreprises alimentaires produisent pour plusieurs marchés, utilisent des recettes, des ingrédients, des slogans, ajustent leurs produits en fonction des normes dominantes. Donc, quand les États-Unis valorisent davantage la viande et les produits laitiers entiers, mettent l'accent sur le real food comme l'ultra transformé, eh bien les reformulations, le marketing et les allégations santé suivent, y compris sur le marché européen. Donc les recours alimentaires, elles influencent la demande en protéines animales, les cultures céréalières, les filières d'élevage, les importations et exportations. Alors quand un pays comme les États-Unis remet la viande au centre du discours, eh bien ça freine la transition vers des modèles plus végétalisés. Ça a des effets indirects sur les marchés mondiaux, les tensions sur les ressources, le prix des matières premières et donc, in fine, sur les consommateurs, les mangeurs européens que nous sommes. Au passage, j'ai exploré quelques réactions un petit peu rapides sur les réseaux sociaux, notamment des comptes qui font ou aiment ou apprécient le low carb, donc les régimes faibles en glucides, riches en protéines et en graisses. Concrètement, le fait que les USA fassent ce type de choix, eh bien, ça crée un précédent, ça donne des ailes à d'autres personnes pour faire un peu de l'entrisme au niveau des décideurs scientifiques et politiques. Et pour cause, certains membres qui ont contribué à la rédaction de ce rapport
soit prônent du low carb, c'est-à-dire une alimentation très faible en glucides, soit carrément ont un business lié à ça. Il y a un exemple frappant avec Jeff Volek, qui est cofondateur de Virta Health, Health Will Again Be to Fly, une entreprise qui propose une thérapie nutritionnelle très low carb, voire limite cétogène. Donc cétogène, c'est 80-90% des matières grasses qui sont d'origine végétale ou animale, mais en tout cas, l'alimentation vient des graisses. Son but, en tout cas sa promesse, c'est d'inverser le diabète de type 2 avec des repères de glucides qui sont inférieurs à 50 grammes par jour, justement pour rester dans cet état de cétose. Donc on peut aussi se poser la question, est-ce que ces recommandations, c'est pas le pas dans la porte pour que le grand public s'y mette un jour, c'est-à-dire pour entraîner le grand public vers un régime low carb et ou cétogène. Encore une fois, tous ces liens de connexion et ces liens d'intérêt, ils ne sont pas illégaux, ils sont d'ailleurs déclarés, c'est ce qu'avait promis cette mandature concernant la transparence, mais ils soulèvent un enjeu en santé publique, l'influence structurelle des intérêts privés sur le cadrage des recommandations. On pourrait d'ailleurs même parler des relations personnelles du ministre de la Santé avec la sphère carnivoriste, en particulier un certain Paul Saladino, qui est un youtubeur carnivoriste et praticien certifié en médecine fonctionnelle qui n'a pas caché sa joie lors de la nomination de son champion sur les réseaux sociaux. C'est un homme qui donne des idées à des femmes et des hommes françaises qui se lancent sur les réseaux dans la diète cétogène ou la diète carnivoriste, qui se fichent absolument des enjeux écologiques liés à l'alimentation ou qui prônent l'alimentation en bœuf grasse fed, c'est-à-dire nourrie au pâturage en fait. Alors dans ce cas-là, ils se fichent des enjeux éthiques et consomment des quantités très importantes de viande, ce qui pose quand même la question en termes éthiques et environnementaux, mais aussi sanitaires, si chacun se met à manger des quantités de viande dès le matin, dès le petit déjeuner aussi importantes. On abat déjà 3 millions d'animaux par jour en France, 3 millions d'animaux par jour en France. Qu'est-ce qui va se passer en plus, quoi, alors qu'on est censé un petit peu limiter les élevages concentrationnaires. Si tout le monde fait un peu comme ça, ou en tout cas si ça se propage un peu plus, je vois pas comment on va pouvoir faire pour nos nappes phréatiques ou limiter la prolifération des algues vertes. Bref, et donc ces personnes montrent leurs corps qui sont souvent jeunes, souvent minces, souvent musclés sur les réseaux sociaux en disant que c'est grâce à la viande crue, le fromage, le beurre et tous ces vrais aliments entre guillemets qu'ils ont obtenu ces résultats. Je remets résultats entre guillemets. Eh bien, je leur donne rendez-vous d'ici 10 ou 15 ans pour faire un petit check-up sur la fluidité de leurs artères. Vraiment, je ne sais pas si vous êtes connectés sur les réseaux sociaux, mais on voit ce type de narratif qui se développe en France, qu'on ne voyait pas il y a 3-4 ans. C'est encore marginal, mais ça gagne du terrain quand même. Ce qui m'amène un peu à mon dernier point. Ce qui s'est passé là avec les recommandations américaines, ce n'est pas un simple débat nutritionnel entre pro et anti. C'est un signal assez révélateur de la manière dont la nutrition peut devenir un terrain idéologique. Je ne peux que donc vous inviter à la vigilance pour les prochains mois, pour les prochaines années, sur les réseaux sociaux, sur votre façon de vous informer, mais aussi et surtout sur les discours politiques liés à la santé, à l'alimentation et même à l'identité, puisqu'on est parti pour 18 mois assez cruciaux en termes d'élections en France, mais aussi un petit peu dans les pays européens. Très clairement, en France et en Europe, on pourrait très bien voir émerger ou se renforcer un discours du type priorité à la France et aux Français, il faut produire ici, il faut arrêter d'importer, il faut lever les contraintes sur nos éleveurs et les agriculteurs. L'environnement, ça va 5 minutes. L'écologie ne doit pas dicter notre alimentation. Non à l'écologie punitive, etc., etc. Et puis bien sûr, puisque les Américains l'ont fait, pourquoi pas nous? Donc vigilance, vigilance, vigilance. Et peut-être, ça ne veut pas dire obsession, mais ouais, augmenter, si vous pouvez, si vous avez l'espace, eh bien, votre niveau de vigilance sur ces questions. En tout cas, comptez sur moi pour essayer de vous informer au fur et à mesure si jamais je vois des choses passer qui me semblent encourageantes ou problématiques. J'espère que cet épisode vous aura aidé à y voir plus clair et surtout à faire le lien entre ce qui se passe aux États-Unis
et ici. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les recommandations américaines, les guidelines nutritionnelles. Pour résumer, elles promeuvent davantage de protéines et sous-entendent dans leur visuel comme dans le vocable qu'il s'agit de protéines animales. Elles promeuvent davantage de produits laitiers et de graisses saturées et donc s'éloignent de l'alimentation la plus documentée à ce jour pour la santé et la longévité, c'est-à-dire l'alimentation d'inspiration méditerranéenne qui prévoit certes elle aussi des aliments vrais, mais aussi un apport modéré en protéines animales et un profil en acides gras plutôt mono et polyinsaturés avec de l'huile d'olive, de noix, de colza, de cameline. Et donc, à mon sens, c'est un recul assez net pour les 5 prochaines années. Je pense que ça va faire des maladies et des morts. Concrètement, pour la question des graisses, elles apportent toutes la même énergie, mais elles n'ont pas les mêmes effets sur notre organisme. Le fait que la définition des graisses saines, entre guillemets, les healthy fats, là, change, c'est un problème. Par exemple, vous imaginez vos artères comme des tuyaux. Les graisses insaturées, elles aident à garder les tuyaux souples. Les graisses saturées, consommées en excès, favorisent leur rigidification. Et quand on remplace des graisses saturées par les graisses insaturées, le risque cardiovasculaire diminue, ce qui n'est pas du tout la direction choisie par ce gouvernement, par ses recommandations. Je termine sur un point un tout petit peu plus personnel et peut-être qui n'a pas grand-chose à voir avec la nutrition, quoique, étant donné les exactions et les violations manifestes des droits humains qui se passent en ce moment aux États-Unis, je voudrais dédier cet épisode à Renée Good. Renée Good, vous savez, c'est cette femme qui a été abattue le 7 janvier dernier par un homme, un agent de l'ICE, le même jour de la publication de ces fameuses guidelines nutritionnelles. Et je voudrais aussi le dédier plus largement à celles et ceux qui ont perdu la vie pendant les arrestations ou leur période de détention. Et je vous invite, si vous le sentez, peut-être à observer une minute de silence, si c'est OK pour vous. Voilà, je vous remercie de l'avoir suivi, de l'avoir observé. Je ne sais pas ce qui s'est passé en vous. Peut-être que si c'est OK, vous me le partagerez, peut-être sur les réseaux sociaux, si vous en êtes d'accord. C'était pas grand-chose pour elle, j'imagine, mais on va dire qu'il y a des petits riens qui sont beaucoup, qui signifient beaucoup. En parlant de petits riens, je voudrais saluer les robots IA, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, qui scannent le contenu des internets, y compris les contenus des réseaux sociaux, voire des podcasts, et qui listent le nom des gens qui critiquent tel et tel pays, telle et telle politique, pour ensuite leur refuser l'accès sur leur territoire. Donc, s'ils voient passer ce texte-là, avec des mentions à l'ICE, à Renée Good, avec les termes comme exaction et violation manifeste des droits humains qui se passent en ce moment aux États-Unis, eh bien, je voudrais leur faire un petit coucou. Hello, les robots IA, je m'appelle Charles Brumeau, je suis diététicien et je vous emmerde. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode de Dans la poire.
Je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre générosité et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire et bien sûr, bel appétit de vivre!